bonnes initiatives identifiées de gouvernement. Mais si vous êtes, il est vrai que la CENCO a toujours été très critique dans son rôle, dans sa mission prophétique. Mais si vous êtes resté attentif, depuis que la CENCO et l'SCC ont lancé cette initiative au pacte social, ils se sont réservés de condamner la gouvernance publique. Ça, je mettrai au défi quiconque demandera dans le message de la CENCO, depuis qu'on a commencé cette initiative, un endroit où, comme d'habitude, la CENCO critique le gouvernement. Ce n'est pas qu'il n'a pas critiqué, ce n'est pas qu'il n'a pas dénoncé, mais c'est pour sauver l'initiative de pape. C'est dans la même logique que les évêques n'ont pas voulu, quand bien même que plusieurs fois, ils ont condamné le M23 et le Rwanda, ils n'ont pas voulu le faire maintenant, dans la même perspective, pour donner la chance à une initiative qui pourrait trouver et nous aider le pays à sortir définitivement de cette crise. Donc c'est une stratégie pastorale. Donc ce que vous avez observé du côté de l'attitude que vous avez observé de la CENCO du côté de l'opposition armée ou autre, c'est la même attitude que vous avez constatée de la CENCO par rapport au gouvernement. Je peux avoir répondu à toutes les questions. La singularité de l'initiative Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble. Le pacte part d'un constat. Notre société est dans une crise persistante depuis 1960. Et le pacte républicain post-colonial n'a duré que 10 jours. Le 11 juillet 1960, la sécession catangaise s'est déclenchée et depuis lors, hormis de trêve, nous sommes constamment en guerre. Les deux églises, la CENCO et CC, ont pensé, 66 ans après, il faut s'arrêter, interroger notre histoire et redonner à notre pays un nouveau contrat social. C'est ce contrat social-là que les deux églises ont appelé le pacte social. Ce pacte social a 4 jalons structurels. Et c'est ça qui fait sa singularité. Le premier jalon est lancé par la grande pastorale de la paix. Et au cœur de cette pastorale, il y a les dialogues de communauté. Pourquoi la CENCO et les CC ont pensé au dialogue de communauté? Parce que l'article 10 de notre Constitution situe l'identité ou la nationalité congolaise à l'appartenance à l'une des communautés existantes dans notre pays au 30 juin 1960. Il se trouve que les communautés sont en perpétuel conflit. On ne peut pas nier la dimension conflit intercommunautaire dans la guerre que nous déplorons. Et ces conflits intercommunautaires ne sont pas à l'est. Au port de Kinshasa, sévit depuis quelques années déjà un conflit intercommunautaire meurtrier à plusieurs facettes d'ailleurs. Comme au nord de notre pays avec les Sibériens, ou au nord-est, le conflit entre les Molés et les Molas. Je vous épargne des conflits intercommunautaires à l'est jusqu'au nord catalan. Alors, on ne peut pas parler de paix au niveau politique lorsque la substance essentielle de l'existence nationale est en fragmentation au niveau communautaire. Voilà pourquoi les évêques ont pensé que l'activité déclencheuse soit la grande pastorale de la paix au cœur de laquelle aurait le dialogue de communauté. Et les églises sont très avancées avec cette initiative de dialogue de communauté
et même une initiative pilote est projetée pour expérimenter un nouveau type de dialogue des communautés. Il était compensé par après que notre société doit se réconcilier avec des savoirs stratégiques et avec l'intelligence tout court. Parce que nous avons, c'est un constat d'évidence, tourné les dos aux intelligences. Et c'est aussi une explication non négligeable des événements que nous déplorons dans notre pays. Alors les évêques et les pasteurs ont jugé qu'il faut aussi convoquer les intelligences congolaises, qui aujourd'hui rasent les murs, qui aujourd'hui sont déconsidérées dans notre société. D'abord pour les réhabiliter, et au travers de cette réhabilitation, réinstaller l'intelligence au centre de tout ce que nous faisons et au cœur de tout ce que nous voulons pour notre République. C'est cela le dialogue des experts. Monseigneur Cholet l'a dit tout à l'heure. C'est pour que les intelligences congolaises du pays comme de la diaspora donnent aux acteurs politiques le feuille de route de redressement accéléré de notre pays, dans tous les domaines, dans tous les territoires. Et les évêques et les pasteurs ont souhaité que ces feuilles de route soient assorties du calendrier de mise en œuvre les plus stricts, les plus rigoureux, les plus réalistes, pour que ces feuilles de route fassent le socle. Que je viens de lire, qui est bref mais vraiment condensé, les évêques affirment le respect fidèle, non seulement à la parole de Dieu, mais aussi à la tradition et à leurs vénéreux et vénérables prédécesseurs. Qui sont-ils? Je vois le cardinal Malouda, je vois le cardinal Monsengo, je vois le cardinal Diao, je vois Monseigneur Bakole, je vois Monseigneur Muziliwa, je vois Monseigneur Kabanda. Pour ceux qui connaissent l'église du Congo, ils savent ce que ces évêques ont eu comme engagement pour le bien-être du peuple congolais. Et les évêques disent le respect fidèle à eux, à leur héritage. Donc, ils considèrent ça comme un héritage très précieux. C'est pour dire que ça n'a pas changé, ce sont les circonstances qui ont changé, et non l'attitude, non le temps. Bon. Le document de l'Église, je crois que j'ai fait allusion ici à Lumen Gentium. J'ai donné même dans le texte, vous avez ces références-là. C'est pour dire que la SENCO n'agit pas seulement par rapport à la réalité du Congo, mais par rapport à la doctrine sociale qui est universelle et consignée, particulièrement dans les décrets conciliaires, Lumen Gentium, notamment le numéro 76. J'ai cité le pape François, la Fratelli Tutti, les références sont dans les textes, c'est venu. Et par rapport à la dernière volet de votre question, si la mission de la Rosenco devrait se limiter à prêcher l'évangile, je crois que les textes évoqués sont clairs là-dessus. Il y a Lumen Gentium qui commence par parler par la nécessité de prêcher la foi, prêcher l'évangile, mais qui insiste aussi sur l'enseignement de la doctrine sociale, qui insiste aussi sur le jugement moral par rapport aux réalités existentielles, entre autres, ce qui regarde la marche politique dans la mesure où le bien-être du peuple congolais en dépend. Les documents conciliaires disent ceci: si les droits fondamentaux de la personne humaine et le bien-être de la population l'exigent, en plus de prêcher l'évangile de la foi, l'Église doit porter un jugement moral sur les réalités même politiques. Ce n'est pas la SENCO, c'est la doctrine sociale de l'Église. Voilà pourquoi
les évêques appellent au discernement du peuple de Dieu aux hommes de bonne volonté par rapport à ceux qui veulent sournoisement combattre la mission prophétique de l'Église en faisant croire qu'on est des politiciens en soutane. Je crois qu'avec cette déclaration, vous avez compris que l'ensemble des évêques soutiennent cette mission pour laquelle ils s'expriment régulièrement. Donc, moi, votre pauvre serviteur, je ne suis qu'un porte-parole. Maintenant, avec cette déclaration, vous comprenez que quand Monseigneur Chaud parle, ce n'est pas parce qu'il veut faire la politique, c'est parce que après ce que le prof Oudide Moumengi a expliqué, je ne vois plus ce que je dois ajouter. D'abord, on n'a pas eu une session spéciale pour ça, mais lors de la session de février, les évêques ont reçu un expert, un professeur, qui est venu éclairer les lanternes sur ces accords. Puisque je suis porte-parole, je peux me limiter qu'à ce qu'ils ont déjà dit officiellement. Si vous revisitez leur message du mois de mai, si ma mémoire fonctionne encore, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée, vous lirez et vous allez voir quelque part, ils ont affirmé deux choses. Ce sont des pas dans la bonne direction, mais qui appellent d'être complétés. Ça signifie ceci: les accords économiques ne porteront pas les résultats s'il n'y a pas de paix. Comment est-ce que les investisseurs américains viendraient investir ici dans le contexte actuel où tel que ça bouillonne, et surtout que les mines visées sont justement dans le lieu à problème? Ça, c'est élémentaire. Et les évêques ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit: les ressources naturelles ont une destination universelle, ils acceptent. Mais ils doivent prioritairement profiter au peuple congolais. Voilà les recommandations qu'ils ont faites, sous réserve de ce qui est réservé, les annonces dont nous ne sommes pas en connaissance du contenu. Et voilà. Alors, les filles, par rapport à la CENI, je crois que nos techniciens sont en train de préparer un atelier là-dessus. Donc, la CENCO prend à cœur la question, mais quand les évêques se prononcent, soyez rassurés qu'ils ont déjà écouté les experts. Maintenant, nos experts sont en train de travailler. Donc, ce n'est pas le moment pour la CENCO de se prononcer là-dessus. Par rapport à ce qui parle en termes de changement de constitution, je dirais ceci: si les évêques, quand bien même la révision constitutionnelle est constitutionnelle, les déconseillent dans le contexte actuel, à plus forte raison le changement de constitution. De toutes les façons, ce que nous entendons ici et là, mission par mandat, ce sont des discours politiciens, bon, les évêques n'entrent pas là-dedans. Et ils s'observent, soyez rassurés qu'ils sont très vigilants. Ils reviennent régulièrement sur le respect de l'ordre constitutionnel. Et c'est sûr que c'est par rapport à cela qu'ils vont prendre position et comment le faire au moment opportun, je le sais.